Général Georgelin, bonjour. Alors, première question, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'une Europe de la défense? C'est assez difficile de parler d'une Europe de la défense, c'est ce que je viens d'expliquer dans mon intervention. Il existe une Europe de la défense institutionnelle, avec bien décrit dans le traité de Maastricht, mais il existe aussi l'OTAN, qui est une difficulté de compréhension pour beaucoup de gens. Qu'est-ce qui relève de l'OTAN, la défense collective? Qu'est-ce qui relève de la défense européenne? C'est le reste, c'est pas aussi simple en réalité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les Européens consacrent très peu de moyens financiers et de recherche à la défense. Vous nous parlez justement de l'OTAN. Est-ce qu'aujourd'hui on doit se limiter à l'OTAN ou est-ce qu'une organisation spécifique à l'Europe peut être envisagée? Alors, en 1995, lorsqu'il a été élu, Jacques Chirac avait proposé la constitution d'un pilier européen de sécurité dans l'OTAN. Et je trouve que c'était la bonne solution pour justement éviter les conflits, les divergences, etc. L'Europe a besoin d'une défense, bien sûr. Et plus elle va aller vers une forme d'intégration, une forme de fédéralisme, plus elle va avoir besoin d'une défense commune. Alors c'est à elle de trouver la bonne réponse entre l'OTAN, ce qu'elle fait dans le cadre de l'OTAN, surtout que l'on peut, sans être grand clair, anticiper un relatif retrait des États-Unis par rapport à l'OTAN, alors qu'ils dépendent davantage dans le Pacifique, etc. Et l'Europe ne peut pas rester désarmée, bien sûr. Donc c'est à elle de trouver entre les deux l'organisation. Et je pense qu'avec beaucoup de bonne volonté et sous la pression des événements, hélas, on le fera, mais ça passera par des budgets de la défense notablement plus sérieux dans l'ensemble des pays européens. Alors, selon vous, est-ce qu'au niveau institutionnel, une Europe fédérale faciliterait la création de ce genre d'organisation? Probablement, probablement. Mais il ne faut pas oublier que la défense, c'est un domaine tout à fait particulier. Hegel disait que la guerre, c'était la rencontre du mystère de la vie et de la mort. Quand on intervient sur le plan militaire, on prend le risque, on met en risque la vie des femmes et des hommes qui servent sous les armes. Et nos nations sont fortes culturellement. Et nos chefs d'État sont redevables devant leur population des décisions qu'ils prennent dans ce domaine. Donc c'est un phénomène compliqué qui prendra beaucoup de temps, mais probablement que c'est la direction à prendre. Alors, à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut encore dire que puissance militaire rime encore avec puissance étatique? Alors, c'est une des questions. Je crois que la vraie révolution du monde actuel, c'est la révolution numérique qui change tout, y compris l'exercice démocratique et qui change également les formes de guerre éventuelles, de conflits. Ça n'a plus rien à voir avec ce qui était le cas jusqu'à, évidemment, la Seconde Guerre mondiale. Il n'en demeure pas moins que l'homme étant ce qu'il est, les nations, les États étant ce qu'elles sont, il serait naïf de croire qu'on éradique les guerres. Donc il faut garder une puissance militaire. C'est vrai, si on prend la typologie de Joseph Nye, l'américain de Harvard, qui distingue le soft power et le hard power, la tentation du soft power est forte. Mais le soft power ne sera crédible s'il est, j'allais dire, backé, enfin qu'il est crédibilisé par un hard power dont la menace d'emploi est crédible. Donc il faut trouver un équilibre. Général Georgelin, je vous remercie.